Bonjour à tous, nous sommes de retour. Pour cet entretien, nous allons un peu nous éloigner de la politique luxembourgeoise pour aborder la situation au Moyen-Orient, plus précisément l'ancienne Perse, l'Iran. On accueille pour l'interview la militante iranienne Solmaz Jodairi Saber, qu'on va apprendre à connaître tout au long de cet entretien, tout en apprenant ou tout en abordant plus les enjeux de l'Iran qui a connu récemment un soulèvement populaire, comme souvent dans son histoire. Mais cette fois-ci, la place de la femme et du régime théocratique issu de la révolution islamique de 1979 portée par l'ayatollah Khomeini sont remises en cause. Le slogan Femme, vie, liberté fait le tour du monde après l'assassinat de la jeune Masha Amini, ayant été tuée par la police des mœurs après avoir enlevé son vêtement religieux, son voile. On parlera de tout ceci en détail, mais tout d'abord, bonjour Madame Jodairi. Bonjour Théo, merci d'avoir m'accueillir ici, merci pour votre temps aussi. Comme convenu, l'entretien va se diviser en deux parties. Dans une première partie, on va discuter, on va aborder votre personne, votre parcours. Et puis, dans une deuxième partie, ce sera la partie un peu plus politique, avec vos opinions. On va parler notamment de l'islam, du régime de Téhéran, le rôle des États-Unis, la diplomatie, les relations extérieures des États-Unis, et même de la bombe nucléaire, car c'est un enjeu du pays de l'Iran. Cet entretien va nous permettre, vous l'aurez compris, d'en apprendre plus sur l'Iran, son pays d'origine, mais aussi de nous plonger dans le Moyen-Orient, zone très instable qui connaît de nombreux conflits, notamment au Proche-Orient, le conflit israélo-palestinien actuellement. Ne tardons pas et lançons directement la première partie. Bon, la première partie, elle concerne votre parcours. Donc, premièrement, est-ce que vous pouvez tout simplement vous présenter à nos auditeurs, votre nom, voilà, etc., votre âge? Oui, absolument. Donc, commençons. Je suis venue à Luxembourg en 2007. À l'âge de 9 ans, nous étions justement en train de parler. J'ai appris l'alphabet 2 fois. J'ai fait mon parcours scolaire, l'école primaire à Kleinbettingen. Après, j'ai changé plusieurs lycées. Maintenant, je travaille dans le secteur public. Donc, le lien avec le Luxembourg, tu nous l'as déjà bien précisé. Concernant ton lien avec l'Iran, voilà, tu nous as dit, tu es né en Iran, quel est le lien de ta famille, d'où en Iran précisément, parce que ça a une certaine importance. Je suis née en Téhéran, mais je suis grandie en Tabriz parce que mon père vient Oui. de Tabriz. Euh, Nous étions toujours été en famille politique. Donc mon père, il était un prisonnier politique. Ma mère, elle a perdu 2 de ses frères. Euh, Mon père a aussi vécu, il a témoigné le massacre de 1984 en Iran, qui était un massacre de 30 000 personnes. Et d'un moment, bon, il a continué toujours ses activités et d'un moment, il a dû quitter le pays parce qu'il était persécuté. Donc justement, on en est le rapport au régime. On sait qu'en Iran, Tabriz, c'est une ville extrêmement politique qui est connue par ses révolutions. Quel est le rapport de votre famille au régime? Donc la majorité est à Tabriz. Ça se passe comment exactement? Les liens directs que vous avez, même actuellement en période de révolution, plusieurs de mes amis viennent, ou j'ai des amis qui connaissent des personnes qui viennent d'Iran. On sait que c'est extrêmement compliqué actuellement de les contacter. Voilà, quels sont les liens actuels avec l'Iran? Est-ce que tu retournes souvent en Iran? Bon, je ne peux plus visiter mon pays parce que, comme j'ai déjà précisé, nous sommes une famille politique. À chaque fois que nous avons des activités ici, parce que nous avons aussi notre association, l'association humanitaire pour les droits de l'homme et la démocratie en Iran, nous avons des manifestations, des stands de livres. À Luxexpo, nous y sommes chaque année. Et à chaque fois que nous avons des activités, la famille en Iran est sous les interrogations et aussi parfois emprisonnée. Donc maintenant, j'ai 2 de mes oncles qui sont venus à Luxembourg. Ils sont aussi des réfugiés politiques. Ils ont aussi dû quitter le pays parce que c'est devenu très très grave. Depuis quand c'est devenu de plus en plus difficile pour les militants politiques? Normalement, c'est à chaque fois quand il y a un soulèvement en Iran et eux, ils continuent les activités politiques. Et c'est pour ça que le régime iranien, il se garde avec la répression du peuple. Donc, dès qu'ils font des activités politiques en Iran et nous essayons d'être le voix ici en Europe, dans les pays occidentaux, eux, ils sont sous plus de pression. Ok. Et c'est vraiment un cercle vicieux où à un moment, il faut qu'ils quittent le pays.
Et quand est-ce que tu t'es engagé? Voilà, tu nous as fait part de ta famille qui est très politisée. Toi, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on se dit j'ai envie de m'engager, la politique, l'intérêt commun, ça m'intéresse. Quel est le moment déclencheur? Je pense que quand j'avais 15 ou 16 ans, j'avais un peu des crises existentielles. J'étais en puberté, j'étais en train de me penser, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi est-ce que je ne parle pas ma langue? Pourquoi est-ce que je ne suis pas chez la famille? Pourquoi est-ce que je ne mange pas ce que je dois manger? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici à Luxembourg? Euh, Bien sûr, c'est un super vie. Je suis très heureuse d'être ici. Mais si tout se passerait normal, je ne serais pas ici. J'étais dans mon pays en train de parler ma langue, etc., en train de vivre ma culture. Après, j'avais plusieurs flashbacks. Par exemple, quand j'avais 8 ans, juste un tout petit peu avant de quitter le pays, j'avais vu un enfant. J'étais en train d'attendre avec ma mère jusque, jusque le feu devient vert. Et après, je me suis tournée comme ça. J'ai vu un petit enfant, même âge, même, même les mêmes yeux, vous voyez. Oui. Mais il avait les vêtements tout déchirés, il était tout sale, il était... Le À Luxembourg, moment-là, non, en Iran, en Iran. avant de quitter, oui. Et le moment-là, j'ai pas trop compris. Mais après, quand j'ai réfléchi avec 15-16 ans, mais pourquoi l'enfant, il était comme ça? Iran est un pays tellement riche. Iran, c'est le pays avec... c'est le 5e pays avec des ressources. Donc, pourquoi est-ce qu'il vit comme ça? Et ça a déclenché plusieurs pensées, comme si je serais née juste un petit peu à l'autre côté, donc 2 mètres carrés juste à côté, j'aurais pas mes parents qui sont les intellectuels, j'aurais pas mes parents qui ont eu aussi le privilège de lire, d'aller à l'école, de comprendre la société. Et est-ce facile de s'engager? Bon, en Iran, j'imagine que non, mais par exemple, même on peut aborder la situation, comment s'engager en Iran, comment les militants s'engagent en Iran, et même à Luxembourg. Est-ce qu'il y a certains obstacles? Est-ce que c'est bien vu, mal vu, les réfugiés politiques? Ça dépend toujours de l'audience. Parce que avant, c'était plus pire. Parce que la politique apaisement des pays occidentaux, c'était vraiment très grave. Donc, notre association, nous avons plein de statements et nous avons demandé pour les signatures de nos députés. Je me rappelle 2010, 2011, 2012. C'était vraiment difficile à parler à nos députés pour montrer vous voyez, entendre ce que nous avons à dire. Sur l'Iran, parce que l'Iran, c'est Sur ça, il y l'Iran. a un président, un Rouhani, c'est ça, où même l'Iran a essayé de se rendre plus aimable vis-à-vis, on va dire, des pays. C'est pour ça, c'est cette Oui, situation-là. maintenant c'est Rouhani, mais Iran, c'est toujours le même supreme leader. Iran, c'est un régime de dictature On va en venir, qui a ça, on va en venir. commencé depuis 44 années. C'est juste les acteurs qui changent le nom. Mais à la fin, c'est la même personne. Et donc ici à Luxembourg, quand il n'y avait pas encore les soulèvements de 2019, quand il n'y avait pas les soulèvements de 2022, c'était très très difficile. Et aussi avec la stratégie de réformiste en Iran, c'était très très difficile à faire comprendre que c'est le même dictateur. Quelles sont tes idoles politiques, que ce soit en Iran, que ce soit dans le monde, même certains philosophes, penseurs, quels intervenants, quelles personnes t'inspirent? Je vais vous nommer 2. La première, c'est vraiment mon idole idéologique, politique. C'est Madame Mariam Rajavi, qui est la présidente électe de OMPI et aussi le CNRI, donc du peuple moudjahidine iranien, qui est l'opposition d'Iran, et aussi de la Conseil national de la résistance iranienne. Les Moudjahidines sont des membres dans le Conseil national des Iraniens. Il y a aussi d'autres membres. Les Moudjahidines sont les plus grandes oppositions. Et Madame Mariam Rajavi, c'est la présidente. Elle a aussi un plan de 10 points qui est pour un Iran démocratique et libre. Et Madame Mariam Rajavi, c'est vraiment
idole. Et c'est un parti laïque ou c'est le Oui, parti laïque? absolument. Ok. Absolument. On va en venir justement, on passe à une deuxième partie concernant la politique. Comme tu l'as bien nommé, on a un régime, en Iran il y a un régime depuis 1979, l'ayatollah Khomeini qui a pris les règnes, surtout un mouvement qui s'est... une révolution qui était très ancrée au début par les forces de gauche, les communistes, même si après ça a fini par être une révolution islamique, c'est une révolution islamique, de là le nom. L'ayatollah Khomeini est un fervent et contre Israël, contre les États-Unis. Et avant l'ayatollah Khomeini, il y avait eu le Shah, donc Reza Pahlavi, le deuxième, qui est arrivé en 1945, qui était une monarchie voilà, plutôt qui est fini en 1979 dû à l'oppression, mais qui a fait aussi, c'est intéressant de le citer, la Révolution blanche, où notamment elle s'est caractérisée par une certaine émancipation pour les femmes, plus de droits, le droit de divorcer, etc. Donc, quel est votre regard vis-à-vis du régime actuel, du régime de voilà, la théocratie islamique instaurée par l'ayatollah Khomeini, maintenant Ali Khamenei, qui est, comme vous avez dit, le régime suprême? Et est-ce qu'on peut expliquer aussi pourquoi c'est une dictature et un peu comment le régime fonctionne? On sait qu'il y a un guide suprême, il y a aussi un président, il y a les gardiens de la révolution. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer donc voilà, pourquoi c'est une dictature, ton lien ou ta vision vis-à-vis de Khomeini, même le Shah? On sait que le Shah ou les descendants du Shah sont assez populaires dans pour une partie de la résistance iranienne. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Absolument, vous avez presque tout dit, presque tout mentionné. Donc c'est déjà très important à comprendre que le Shah, il était aussi un dictateur. Les gens n'ont pas fait le soulèvement, ils ne sont pas venus ils n'ont pas fait les manifestations, ils ne sont pas venus dans les rues parce que tout était bien et rose et joli et parfait et brillant. Il faut aussi savoir que quand les manifestations ont commencé jusqu'au renversement du Shah, les leaders révolutionnaires de la résistance, ils étaient tous emprisonnés. Et pendant le temps de Shah, disons, quand le Shah est venu, Iran avait 200 moshés. Quand le Shah est parti, Iran avait 50 000 moshés. Ok. Donc, il a vraiment renforcé, il a utilisé souvent the Muslim card et il a supprimé toutes les expressions de liberté, il a supprimé toutes les personnes qui avaient quelque chose à dire, donc tous les partis politiques, etc. Son parlement, c'était un parlement qui constituait de ses propres personnes. Donc, si on voulait dire quelque chose contre le Shah, on n'existait plus. Donc, c'était vraiment un dictaterie. Le Shah, il voulait avec la force vers la fin de son règne. De son règne, merci. Il voulait avec la force reprendre les vols des personnes. Et Khomeini, il veut avec la force le mettre sur la tête. Le mouvement de résistance que vous incarnez ou que votre famille incarne est plutôt hostile au Shah d'Iran. Oui, ils sont aussi contre le Shah iranien. Ce qui est bien à savoir, c'est que les leaders de cette résistance ont été, et plusieurs d'autres résistances qui n'existent presque plus ou qui sont très très affaiblies maintenant, ils ont été libérés 10 jours avant le renversement du Shah. Donc pendant 10 jours, c'est vraiment difficile de faire un mouvement. Khomeini, vous le savez vous-même, il est venu après la conférence de Guadeloupe qui était avec l'Amérique, France, Allemagne et le Royaume-Uni, si je me rappelle correctement. Donc il était vraiment mis en charge pour aussi restaurer the Green Belt contre le communisme. Donc les révolutionnaires, la résistance, c'était vraiment dur pour eux de reformer une résistance pour stopper ce fascisme religieux que nous avons maintenant en Iran. Il faut aussi savoir, je l'avais mentionné, par exemple le massacre de 1984, c'est 90% des martyrs sont des sympathisants de cette opposition. Et concernant le régime actuel, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs
Comment ça se passe actuellement, la situation actuelle, c'est quoi la dictature, c'est quoi comme contrainte? En démocratie, quand on est en liberté, on ne se rend pas compte forcément de la chance qu'on a de pouvoir parler, de pouvoir s'entretenir librement. Qu'est-ce que c'est une dictature? Qu'est-ce que c'est actuellement? Voilà. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Iran? Qu'est-ce qui se passe actuellement en Iran? En Iran, maintenant, nous avons le Supreme Leader, après le président, mais à chaque fois quand il y a des élections, l'opposition dit que c'est un mascarade des élections. Parce qu'en tout cas, nous n'avons pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. Pas de liberté d'expression, pas de liberté d'habillement, aucune liberté. Le régime d'Iran, il se garde toujours avec la répression, donc en terrorisant les personnes qui sont en Iran, les Iraniens. Et c'est très intéressant parce que Khamenei a souvent dit si on ne se bat pas et avec son export de terrorisme. Ça veut dire, Khamenei a dit très très souvent, si on ne se bat pas en Yémen, en Gaza, en Syrie, en Liban, etc. Donc tous les pays, si vous regardez les caricatures d'Iran, Iran est toujours comme un octopus avec ces tentacules qui sont dans les autres pays du région. Si on ne se bat pas dans les pays-là, on doit se battre en Téhéran, en Tabriz, en Isfahan et en Hamadan. Vous êtes une militante qui se dit aussi féministe. Quelle est la situation des femmes? On sait que dans certains pays, actuellement, les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan. Ça se passe comment pour les femmes? On sait qu'il y a une fameuse actuellement police des mœurs dont on parle beaucoup en Europe. Ça veut dire quoi concrètement? Quels sont les empêchements concrets pour une femme iranienne? Ne pas se présenter, ça veut dire quoi être une femme en Iran? Quand vous êtes née comme une femme en Iran, vous avez déjà perdu. Parce que vous êtes un citoyen de 50 degrés. Ça veut dire si nous serons dans un tribunal, c'est votre mot contre la mienne. J'aurais besoin d'une autre femme pour qu'on soit des égales. Après, imaginez-vous, déjà vous êtes une femme, vous avez perdu, vous êtes le 50 degrés. Si vous êtes une femme sunnite, votre religion n'est pas acceptée. Si vous êtes une femme sunnite kurde, vous êtes encore une fois sous répression. Si vous êtes une femme sunnite kurde et une mère célibataire, vous avez encore une fois la pression de la société. Si vous devez vous occuper de votre famille vous-même, si vous êtes le seul porteur de pain pour votre ménage, il y a encore une fois cette force. Donc en Iran, ce qu'on parle maintenant aussi, j'avais parlé de Madame Mariam Rajavi et ce qu'elle mentionne aussi, il y a un livre très très intéressant, c'est les femmes, la force contre ce régime. Parce qu'il y a tellement de répression, il y a tellement de pression sur cette femme iranienne qui est maintenant en train d'exploser. Est-ce qu'elle peut faire de la politique, une femme? Est-ce qu'elle a le droit de se présenter? Est-ce que... Ah oui, non, absolument pas. Non. Il y a des métiers comme juge, comme président, comme... il y avait aussi une... Est-ce qu'elle peut faire de la politique, une femme? Est-ce qu'elle a le droit de se présenter? Est-ce que... Ah oui, non, absolument pas. Non. Il y a des métiers comme juge, comme président, comme... il y avait aussi une troisième chose, avocat ça va, mais il y avait trois choses qu'une femme ne peut pas exercer parce que, selon les mots-là, une femme a la moitié du cerveau d'un homme. C'est quoi les contraintes vis-à-vis des habits? Une femme en Iran est obligée de porter certaines tenues. Ça se passe comment vis-à-vis de ça? Il faut déjà que les femmes seront voilées. Maintenant, c'est un peu plus relax, mais ce n'est pas vraiment ça. Donc, la démocratie et la liberté dont on parle, c'est pas avec la voile. La voile, c'est le premier, c'est le dernier des choses qu'on voit. C'est les libertés qui manquent en Iran. La voile, c'est souvent utilisé comme une excuse. Maintenant, disons, si les mollahs disent que, ok, vous portez plus la voile, vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Ok, Iran reste un dictateur. Iran va continuer à exporter son terrorisme. Comment on va s'occuper qui s'occupe de la ministère de l'Éducation? Qui va s'occuper de la pauvreté?
qui va s'occuper de questions financières en Iran. Est-ce que l'Iran est une société conservatrice? Est-ce que le peuple iranien est conservateur vis-à-vis des mœurs? Euh, non, pas vraiment. Non, pas vraiment, parce que donc en Iran, il faut faire une très grande différence entre le régime iranien et le peuple iranien. Le peuple iranien, pendant le renversement du Shah, nous avions 30 millions de personnes. Maintenant, nous avons 85 millions. Ça veut dire que nous avons 55 millions de plus qui ont un maximum âge de 44 ans. Donc c'est vraiment une peuple très très dynamique, c'est une peuple très très jeune. Et dans les 30 000 que nous avions bien sûr aussi des vieux qui sont partis et des jeunes qui n'ont jamais vu quelque chose autre que Khomeini. Et tu nous as dit que tu fais partie d'un mouvement laïque. Ça veut dire quoi la laïcité? En France, il y a beaucoup de questions concernant la laïcité, donc la répartition entre le pouvoir politique, le pouvoir religieux. Pourquoi est-ce qu'elle est importante, cette laïcité, par exemple en Iran? Et qu'est-ce que ça veut dire selon toi la laïcité? C'est quoi la laïcité? En France, on dit c'est la séparation entre l'Église et l'État. Pour toi, ça devrait... Il y a certaines conceptions de la laïcité. Pour toi, quelle est la bonne? Quelle est celle qui devrait s'appliquer en Iran? Donc bien sûr que nous avons besoin d'un pays séculaire pour qu'il soit démocratique, sinon nous avons l'exemple vif de ce qu'il passe aujourd'hui. Sous le prétexte courant de Dieu, etc., on massacre des personnes, on les torture, on les exécute, etc. Ce n'est pas normal dans aucun pays. Avec Khomeini et Khamenei, ils ont très souvent mentionné qu'au nom de Dieu, c'est pas grave si on monte. Donc pour conserver l'État islamique, c'est pas grave si on fait la meurtre, c'est pas grave si on dit des mensonges, c'est pas grave si on vole, c'est pas grave si on fait ceci, cela, etc. Donc il justifie toutes les actions qui ne sont absolument pas à justifier avec Dieu, avec Coran. Quand il y avait la guerre en Iran-Irak, d'un moment, c'était L'Arabie Saoudite. l'Arabie Saoudite, merci, qui a proposé de rembourser les dommages de guerre de tous les deux côtés. Okay. Tout le monde a été d'accord, donc les parlementaires en Iran ont été d'accord. Pourquoi pas? Il y avait en Iran, je sais pas si vous le savez, mais pendant cette guerre-là, pendant les 8 années, le régime iranien a utilisé plus que 10 000 enfants pour ranger les terrains de mines. Donc, il y a tellement de morts, il y a tellement de personnes qui ont été blessées, un budget inimaginable qui a été dépensé pour cette guerre. Donc après cette proposition, Khomeini, tout le monde était d'accord. Khomeini est parti dans son chambre et il a dit, après quelques minutes, il est revenu, il a expliqué, j'ai parlé à Dieu. Dieu m'a dit de continuer cette guerre. Est-ce que le voile, il y a beaucoup de débats actuellement, surtout en France, moins au Luxembourg, mais il y a beaucoup de débats en Occident concernant la religion musulmane. Est-ce que le voile, diriez-vous, qu'est un symbole féministe? Je pense que le porte-vêtements, c'est le choix libre de chacun. Si je veux mettre mon voile et si je me sens empowered avec mon voile, alors c'est comme ça. Si on parle de liberté, mais après tout le monde peut être libre, sauf les personnes qui ont des voiles. Ça, je comprends pas. Tout le monde peut, ou de même côté, on peut pas avec la force mettre quelque chose pour couvrir le corps, et on peut pas avec la force le reprendre. La liberté, c'est ça. Donc c'est le libre choix concernant... Absolument. Ok. Donc c'est le libre choix concernant... Absolument. Ok. Quel est le regard en tant que musulmane que tu portes sur les organisations plus radicales, d'islam plus radical, les associations ou les groupements politiques islamistes qui agissent en Europe? Qu'est-ce qu'une musulmane dit ou pense quand elle voit ce genre d'agissement?
Ceux-ci sont des excuses. L'islam, c'est pas ça. L'islam, c'est une religion très très pacifique. Euh, et en fait, c'est une religion comme tous les autres qui est venue d'un coup pour rediriger la société vers la civilisation. Parce qu'il était en train de devenir barbarique, etc. J'avais mentionné avant aussi, il n'y a aucune religion qui dit que c'est bien de massacrer quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, les versions radicales d'islam, c'est des excuses. C'est des prétextes, c'est des excuses idéologiques pour exporter le terreur. Ok. Et est-ce que vous diriez que c'est une religion de conquête? Il y a beaucoup de critiques en Europe. On dit que c'est une religion de conquête, une religion qui envahit les valeurs. On sait qu'en Europe, il y a des régimes plutôt favorables au multiculturalisme, mais certaines cultures se tapent entre elles, par exemple sur la conception de la femme, sur la conception de la liberté d'expression. Comment on concilie tout ça? De, comment il faut voir ce genre d'expression en tant que... Est-ce que... voilà, est-ce que l'islam est à concilier d'une certaine manière? Est-ce qu'il faut... je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, ça dépend toujours de personne à personne. Ce que je veux dire, c'est... euh, je prends un couteau. On a un couteau ici. Ok? Nous avons votre portable ici. Je peux l'utiliser pour appeler ma mère. Vous pouvez l'utiliser pour appeler le ISIS. Pour faire des attentats. Je peux utiliser mon couteau pour mon pomme, pour couper mon pomme. Quelqu'un autre peut utiliser le même couteau pour blesser quelqu'un. Donc l'islam aussi, maintenant c'est la dernière religion, donc on peut l'utiliser vastement pour faire des conflits. Et pour moi, à la fin, ça n'a jamais à voir avec l'islam même. C'est toujours une guerre de pouvoir, une guerre de territoire ou une guerre de ressources. Et les États européens, ils devraient faire quoi contre ces... parce que comme tu le dis, souvent on fait le reproche à l'islam de dire que c'est une religion qui a 700 ans de retard par rapport à... Parce que les commencements sont 600 après Jésus-Christ, alors que les autres religions ont déjà un certain temps. Euh, Qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce que devraient faire ou comment devraient voir, de quel œil devraient voir les gouvernants européens ces visions un peu plus rigoristes de l'islam? À mon avis, si c'était à moi, j'expulserais toutes les personnes qui sont très très radicales. Parce que si c'était tellement bien dans votre pays avec les lois que vous avez, qu'est-ce que vous faites ici alors? Si nous avons des personnes de notre pays, de nos pays, du Moyen-Orient, qui disent, voilà, ma femme, elle doit porter sa voile, ma fille, elle n'a pas le droit d'aller nager avec les autres enfants, mais les adultes, c'est cas perdu. Je renvoyerai dans le pays. Parce que déjà, je ne vois pas une invitation de cette personne ici. Et deuxièmement, Europe, Luxembourg, maintenant, j'habite ici. Donc, c'est ma maison, c'est mon ville, vous voyez. Je ne peux pas avoir, et je veux ce que nous avons ici, la démocratie que nous avons ici, je veux la même chose dans notre pays, je le veux pour Iran, je veux les mêmes libertés. Donc, je ne peux pas accepter les personnes qui ont des vues radicales et veulent le poser dans un pays où tout marche très, très, très bien. On va aborder maintenant un des sujets qui fâche aussi concernant le multiculturalisme, comme on l'a bien dit, la liberté d'expression. On sait qu'un écrivain ou un romancier assez connu, au moins en Occident, qui s'appelle Rushdie, qui écrit les versets sataniques, le régime de Téhéran, donc l'ayatollah Khomeini en 1989 a décrété une fatwa de mort, c'est-à-dire c'est un décret religieux, comme on a dit, c'est un décret sourcé de la loi du Coran, selon lui, de la loi du Coran. Comment vois-tu ce lien entre la liberté d'expression? On sait qu'il y a eu beaucoup de débats en Europe concernant les caricatures, au Danemark, en France. Voilà, comment concilie-t-on islam, liberté d'expression? Je pense que c'est une réponse très claire pour une question très claire. Il y a des lois de la liberté d'expression. Les limites de la liberté d'expression, euh,
On y a déjà discuté. Il y a des lois très très simples. Il y a des lois universelles. Donc, à mon avis, si vous voulez vous exprimer et avec le non-respect, c'est votre problème. Donc, ça dit plus sur vous que le sujet sur lequel vous êtes en train de vous exprimer. Avec Rushdie et le fatwa, nous condamnons le fatwa parce qu'il n'y a aucune raison de persécuter ou de donner un fatwa de meurtre pour une personne qui pense différemment que vous et qui garde aussi, bien sûr, qui se garde dans les lois universelles. Sur le contenu de livre, c'est pas mon truc. Je suis pas d'accord, je le lis pas. C'est tout simple. C'est comme. On a le droit de critiquer la religion, alors, selon toi, on a le droit. Oui, absolument. Ok. Oui, absolument. On a le droit. Dès qu'on reste dans le cadre des lois qui sont très simples à comprendre, on peut critiquer ce qu'on veut. Vous pouvez penser, vous êtes libre à penser ce que vous voulez, autant que vous vous exprimez dans cette cadre-là. Dans le cadre des lois occidentales, ok. Absolument. On sait que le positionnement des États-Unis au Moyen-Orient est extrêmement polémique et extrêmement discuté. On sait que l'Iran a une certaine relation avec les États-Unis, une relation assez difficile, toxique. On sait qu'il y a des sanctions américaines qui alourdissent ou qui rendent l'économie iranienne beaucoup moins compétitive et beaucoup moins vivante. L'économie iranienne est en crise car ils sont extrêmement isolés de la scène internationale. On sait aussi qu'il y a eu cette fameuse prise d'otage dans l'ambassade américaine en 1979. Quel est le regard que tu portes en tant qu'Iranienne sur les États-Unis, les actions des États-Unis dans la région, que ce soit même aussi en Irak, en Afghanistan? Qu'est-ce qu'on pense des États-Unis étant iranienne? Les États-Unis, sauf quelques personnalités, n'a jamais été une amie du peuple. Vous avez raison, c'est une relation difficile, toxique qu'il a avec le régime iranien, mais parce que ils ont plein de deals. Donc, ils se parlent, ils font des deals, mais jamais pour le peuple. C'est États-Unis, il fait ses bénéfices de l'Iran. Euh, les sanctions sont très bien, sauf qu'ils ne sont pas assez lourds. Les sanctions ne touchent pas les gens, le peuple qui vit en Iran. Ce n'est pas comme les sanctions que les États-Unis ont posées sur Irak Après la première guerre du Golfe, 1990. Donc là, c'était des vraies sanctions. C'était des vraies sanctions. L'Irak ne pouvait pas se déplacer, il ne pouvait pas avoir rien Donc de vous êtes plus. favorable aux sanctions en Iran? Absolument, mais Ok. absolument, parce que plus que 80% de ce que l'Iran gagne, c'est pour l'export de terroristes. Donc les Hezbollah, le Hamas, le djihad islamique de En Palestine aussi. Palestine, le IS ici, là, tout cela, Taliban, tout cela, c'est financé par l'Iran. Donc, le peuple iranien a toujours été pauvre parce qu'ils n'ont jamais reçu l'argent qui était à eux. C'est pour ça quand il y a l'enfant qui ne peut pas aller à l'école parce qu'il ne peut pas se financer l'école, il est où l'argent de cette essence? Il est où l'argent de cette gaz et les ressources? Et on sait que les États-Unis peuvent avoir des politiques extrêmement agressives. Vous avez parlé de l'Irak. Tu as parlé de l'Irak. L'Irak, c'est une situation quand même assez particulière, ou même l'Afghanistan, où voilà, c'est des catastrophes humanitaires très importantes. Quel est le rôle que devraient avoir les États-Unis dans la région? Est-ce que tu es favorable à ce que fait ou à ce que tend à faire les États-Unis dans la région? Est-ce qu'il faut se réconcilier? Quel est le rapport qu'il faut avoir avec les États-Unis? Donc, dans un Iran démocratique, les États-Unis, ça serait un partenaire économique comme tout le monde. C'est aussi très bien de savoir et de réaliser euh, si on s'oppose à ce régime dictatorial en Iran, si on s'oppose à cette tyrannie et on coupe la tête du serpent en terrant, le paix de Moyen-Orient va se restaurer. L'année dernière, quand nous avions eu les soulèvements en 2022,
nous avions beaucoup de personnes, des amis, des voisins de pays autour d'Iran qui nous ont dit, parce que nous avons aussi nos manifestations, donc nous avons nos voisins. Des liens avec les voisins. Oui, qui viennent. Et ils nous ont dit, oui, ok, je suis vraiment désolée de ce qui se passe en Iran, pour tout le meurtre, etc. Mais depuis que vous avez votre soulèvement en Iran, nos pays sont plus calmes. Nous n'avons plus de conflits que nous avions avant. Et c'est vrai, parce qu'Iran a repris ses forces dans tous les pays d'alentour pour les remettre en Iran pour plus de suppression, plus de sécurité. Sécurité pour eux-mêmes. Et donc, dès qu'il n'y a plus cette dictature et il y a un Iran libre, démocratique, séculaire, on n'aurait plus besoin de se faire des pensées sur les États-Unis comme est-ce que c'est un ami, est-ce que c'est un ennemi. Donc le régime, tu considères que le régime est une des causes de l'instabilité au Moyen-Orient. Il y a un sujet qui te tient plutôt à cœur, c'est la peine de mort. En Europe, elle a été abolie depuis de nombreuses années. La France, c'est 1981. On sait qu'en Iran, elle est encore pratiquée. Pourquoi il faut être contre la peine de mort ? La peine de mort ou la mort, c'est pas la réponse. Maintenant que nous sommes en train de parler ici, maintenant que tout ce qui a été en train de se passer en Gaza, Israël, Palestine, on va y venir. Pendant les derniers 3 jours, l'Iran a exécuté une vingtaine de personnes, donc 20 personnes. Et quand on dit que, je reviens, que l'Iran vit des conflits alentour, qu'il doit se combattre dans les autres pays pour qu'il puisse se garder avec la répression, ça veut dire ça. Dans les dernières 4 semaines, il a exécuté 69 personnes. On n'en parle pas. Pourquoi on est contre? Pourquoi on doit être contre? Parce que comment est-ce qu'avec la mort, on veut justifier un crime qui a déjà été fait? La dernière question qu'on va te poser, c'est concernant, tu l'as cité, le conflit israélo-palestinien. On sait qu'actuellement, c'est un des sujets d'actualité. L'Iran a souvent, Khomeini disait qu'Israël était le petit Satan, les États-Unis sont le grand Satan. Il y a eu, après le changement de régime entre le Shah et Khomeini, Israël est devenu une cible de l'Iran qui finance le Hezbollah, qui crée de l'instabilité dans le nord, dans le sud Liban et dans le nord d'Israël, ou même le Hamas et toutes les organisations des organisations terroristes qui peuvent créer de l'instabilité dans ces régions. Quel est sachant que tu es iranienne, on sait qu'il y a par exemple aussi des présidents iraniens qui ont nié le fait qu'il y a eu un génocide, le génocide juif, notamment Ahmadinejad qui avait nié la Shoah. Quel est le point de vue d'une iranienne, d'une musulmane concernant la situation actuellement en Palestine, qui est critique? J'aimerais bien que les gens qui ne sont pas de notre région et qui voient que Hamas a attaqué Israël, Israël a le droit de se défendre, qu'ils comprennent que ce n'est pas une matière de Israël-Palestine, c'est une matière de crime de la guerre, donc la condamnation de crimes de la guerre contre le respect des droits des humains. Cet conflit a commencé, cette instabilité a commencé à cause d'Iran. Il l'a causé parce que vous pouvez vous imaginer, vous connaissez Gaza, vous connaissez la situation géopolitique. Il est entouré des forces israéliennes. Donc, le Gaza, c'est 1/9 de Luxembourg. Et Luxembourg, c'est déjà pas très grand. Et dans cette place, dans quelques kilomètres, si on a 5000 missiles qui attaquent l'Israël, il y a bien sûr un autre pays, un autre gouvernement qui a aidé de le ramener là-dedans. 5000, c'est beaucoup. Oui.
Après, c'est vraiment, ce n'est pas la tête de serpent, c'est en Iran. La tête de serpent, c'est en Téhéran. Parce que pendant que cette guerre est en train de se passer, tout le monde a détourné son attention vers cette guerre. Les Palestiniens, les femmes, les jeunes, les enfants sont en train de payer le prix. L'Iran est en train de continuer ses activités nucléaires. Iran a exécuté 20 personnes en 3 jours. Donc la position, c'est condamner la position diplomatique de l'Iran qui exacerbe et donc la défense, Israël devrait avoir le droit de se défendre selon vous vis-à-vis du Hamas. Israël a le droit de se défendre devant Hamas, mais pas en tuant les enfants, pas en tuant les femmes, pas en bombardant un hôpital. Bon, maintenant encore, Israël nie le fait d'avoir bombardé l'hôpital. Hamas le nie aussi. Je le sais, à la fin, c'est l'Iran qui a fait ce bombardement. Mais s'il y a deux personnes, s'il y a deux gouvernements qui sont en train de se battre, c'est pas aux gens, c'est pas aux citoyens de payer le prix. Donc Israël peut éliminer Hamas comme il veut. Ok. Il peut le radier de la terre. Ok. Hamas aussi, il peut radier le gouvernement d'Israël, mais pas en tuant les personnes, pas avec les prises d'otages, pas en blessant. Juste, il ne doit même pas couler un coup de sang d'un nez d'un enfant. On te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire, un sujet qu'on n'a pas abordé, soit l'association, peut-être faire la promotion de l'association, d'un événement, voilà, tu as le mot de la fin. Déjà, merci beaucoup pour votre temps, c'est très très gentil. Et aussi à toi aussi. Thank you. Ça serait super de votre part si vous partagez nos manifestations de futur de l'association, de notre association, qui est bien sûr pour les droits de l'homme et la démocratie en Iran. Il y a un compte Instagram pour que les auditeurs sachent. Oui, je pense que vous allez le mettre. Donc Okay. C'est @solmazjebsaber. Mes DM sont ouverts. Vous pouvez toujours me contacter si vous avez des questions sur le Moyen-Orient. Les sujets sont très très vastes. Donc vraiment de toutes les questions que nous avons parlé, on pourrait écrire des livres. Et honnêtement, depuis que nous avons eu cette conflit en Palestine, Israël, et mon entourage, au moins, mon entourage non politique, donc les amis, ils ne voient pas l'Iran dans cette calcul. Je vais commencer aussi de faire une Iran News. Ça va être en anglais avec des sous-titres en français, parce qu'il n'y a aucun média qui couvre ce qui se passe en Iran. Ok. Donc tu repointes la situation en Iran. Donc en tout cas, voilà, l'entretien arrive à sa fin. Merci beaucoup à toi. Et merci aux auditeurs qui ont suivi. Bon, il n'y a plus de caméra, donc je le dis ici. Et on va une prochaine vidéo. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous.